Jocelyne de Chiros en Isère pour le chapitre 104 « Tuer le fils d'Aslak ». Les assaillants, 5 lapons, surgirent en même temps des deux côtés de l'énorme bloc de rocher, là où les guides avaient disparu à la faveur de la brume le matin même. Clement Knudsen fit des grands moulinets à droite et à gauche avec sa lance cassée. 3 des attaquants le harcelaient de leurs lances plus longues. Knudsen fatigua vite à tourner dans la neige. Un lapon lui asséna un coup sur le crâne. Knudsen, étourdi, tomba à genoux. Le lapon approcha et lui flanqua un nouveau coup, tandis que 2 autres le tenaient en respect au bout de leurs lances. Knudsen perdit connaissance et s'écroula face contre neige. Un filet rouge coula de l'arrière de son crâne. Noréus était à genoux aussi, mais il s'y était mis seul, joignant les mains pour prier éperdument, mélangeant le latin et le suédois. Celui qui le tenait en garde le poussa dans le dos d'un coup de pied. Noréus poussa un cri, pensant qu'on le tuait, et s'affaissa dans la neige, se débattant. Les lapons lui jetèrent des regards méprisants. Celui qui semblait être le chef le plus jeune qui avait assommé Knudsen s'approcha d'Isco. Ce dernier n'avait pas bougé, tenant les rênes par une corde, sentant d'instinct que ce combat n'était pas le sien. « Et toi, tu n'as pas peur ?» demanda en suédois le chef qui devait avoir bien moins que 20 ans. Il lui brandissait sa lance sous le nez. Isco le fixa longuement. L'autre soutenait son regard, agitant sa lance. « Montre-lui, Issat ! Oui, on s'est trop laissé faire !» Les yeux d'Isco glissaient du jeune chef aux autres lapons qui attendaient, impatients, une étincelle dans les yeux qu'ils ne reconnaissaient pas, chacun tenant fermement sa lance. Le temps du fer. Ils s'affrontèrent du regard. Isco calculait. Ce matin, il avait retrouvé le goût du décompte départ. Il avait retrouvé l'émotion de sa jeunesse quand il avait la maîtrise parfaite de son corps. Qu'en était-il de ses bras, des muscles de ses bras, de ces muscles qu'il avait entraînés avec Carmelo jusqu'à l'épuisement? Ce bras qui avait été le prolongement discipliné de sa pensée. Que valait-il aujourd'hui? Quelle réponse? Quelle tonicité? Quelle commande? Quelle amplitude? Quelle allonge? Poignet, bien. Coude, oubliez la douleur. En face, le regard fixe du jeune qui semblait hésiter. Force et fracas. Anticipez le bras en extension, l'avant-bras à la verticale, poignet souple, le mouvement de balancier du bras pour retourner et parer. Isco mesurait, pesait, sans bouger, mobilisait toutes les sensations passées et présentes pour dresser la carte de vie qui coulait encore en lui, l'envie de vie et de survie. Tu n'as pas peur? Dans un même mouvement, Isco attrapa des 2 mains la lance par le bout braqué sur sa gorge, la tourna en faisant peser son poids sur le lapon. Dans l'instant suivant, sa main gauche lâchait le bout à la pointe pour saisir sans hésiter la lance par son milieu. Il tenait maintenant fermement l'arme sans que l'autre ait eu le temps de réagir. Il pesa sur lui, un genou sur sa poitrine. En dépit de leur différence d'âge et de condition, Isco tenait le chef lapon sous la menace de son arme. Les autres se précipitèrent. Il appuya l'arme sur la gorge du jeune, étendu sur le dos, bras en croix. Un geste et je le transperce, dit Isco en lapon. Les autres, surpris, s'arrêtèrent. Reculez. Ils hésitèrent. Pas longtemps. 2 pas en arrière. Toi, cria-t-il au jeune homme. La pointe grossière s'enfonçait dans la gorge, mais le jeune homme ne perdait pas pied. Il était courageux. Isco sentait l'arme entre ses mains. Il la serrait, en éprouvait la dureté, troublé de ses retrouvailles. D'où vient ce harpon? Le jeune garçon le dévisagea avec plus d'attention. De mon père et de ma tante. Isco n'avait pas besoin d'en savoir plus. Tu es le fils d'Aslak?
Tu es le père d'Ella ?» Issat écarta doucement le harpon de sa gorge. « Mon père m'a dit que son père, Sakar, avait fait de ce signe son signe. Il est devenu mon signe. Mon signe. » Un oiseau dans le ciel, des espoirs envolés, les yeux d'une femme noire, l'envie d'une femme noire, l'immaculée trahie, trahison de ses propres rêves. Issat, d'un signe, lui racontait tout cela. Isco ne savait quoi faire, Noréus l'observait. Il devait penser à ce que le pasteur voyait, rapporterait à Pontanus. Trop d'émotions remontaient d'un coup. Face à moi-même, complice de la destruction des sites sacrés pour l'amour d'une femme, Isco serrait le harpon à s'en faire mal. De quel droit ai-je jugé mon père? Qui m'a détruit pour l'amour d'une femme? Trop de vertige. Issat, debout maintenant face à Isco, sentait son trouble. « Viens avec nous, ils ne viendront pas te chercher dans les montagnes. » « Je ne peux pas. Si je viens, ils tueront Anna. » Issat ne savait pas qui était Anna, mais il semblait comprendre. « C'est pour elle que tu as conduit l'évêque au site du plateau d'Argeplog ?» Isco allait répondre, mais l'émotion l'en empêcha. Issat donna un ordre aux autres lapons. Ils fouillèrent les bagages, trouvèrent le tambour. « Tu sais où nous trouver ?» dit seulement Issat. Il fit demi-tour et donna le signal du départ. Isco le retint par le bras. Le garçon se retourna. Avec son regard intense, il attendait. Sans un mot, Isco glissa le harpon dans ses mains.